Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Allô tout le monde! Re-bienvenue sur le balado Cœur d'enfant après presque 7 mois, je dirais, d'absence. Ça fait longtemps que je veux revenir ici, me déposer, reprendre un certain rythme. Puis là, on est déjà, théoriquement, c'est encore l'automne, mais l'hiver est arrivé assez rapidement. Puis ça fait depuis septembre que je veux revenir ici, je veux reprendre un rythme un peu plus constant. Et je constate que j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec la discipline dans la vie, surtout en tant que travailleur autonome, d'être ma propre boss de mon horaire, tu sais, de mettre des tâches puis de vraiment les exécuter, tandis que je suis une excellente employée. Si quelqu'un me donne une liste de choses à faire, je vais les exécuter, puis avec ma tendance à être perfectionniste aussi sur certaines choses, je vais bien les exécuter. Puis c'est quelque chose que je découvre, tu sais, dans ma façon de, mon rythme à travailler et tout, après mes 2 congés de maternité. Mais mon Dieu, que la maternité, je sais pas, moi, ça m'a tellement amenée à me connecter avec ma cyclicité, ma féminité, que mon Dieu, que je trouve ça difficile d'être constante puis d'être disciplinée quand que mon cycle et ma vie de maman puis ma vie hormonale est vraiment pas constante. Alors, j'essaye de pas trop me mettre de pression, puis je pense que je suis bonne pour ça. Je me mets pas de pression, je prends vraiment ça au jour le jour, je viens me déposer quand j'ai l'espace, puis c'est important pour moi de suivre justement mes élans, mon rythme. Alors, c'est quelque chose que je me donne le droit de faire, même si des fois, j'aimerais ça, venir plus souvent ici. Mais là, écoutez, après vraiment 7 mois de pause. En fait, la dernière fois que j'ai publié sur le balado, on était au printemps. Puis là, j'ai envie de faire une espèce de petit recap de ma vie, de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Et donc, l'été a été, j'en ai déjà parlé un peu sur mes réseaux et tout, mais l'été a été vraiment, vraiment une saison très, très, très intense. Et on dirait que ça m'a pris du temps à m'en remettre puis à intégrer un petit peu tout ce qui s'est brassé. Alors, voilà, je me lance. C'est ça. L'été, je veux aussi vous préciser que, ben, vous le voyez, mais j'ai comme un nouveau système de micro que j'essaye. Parce que après cet épisode qui va être en solo, j'ai vraiment l'intention d'aller à la rencontre de magnifiques humaines et de faire encore des belles discussions comme ça. Puis je trouve que que mon studio soit ici chez moi, c'est un peu limitant dans les personnes que j'ai envie d'interviewer, de rencontrer, d'avoir des belles discussions, d'échanger. Alors, avec cette technique de micro portatif, ben, je peux me déplacer aussi chez vous. Alors, j'essaie ça pour la première fois. On va voir, vous me ferez un feedback par rapport au son et tout, si vous entendez bien. J'espère que ça va bien marcher. Alors, fin de la parenthèse. Donc, oui, j'ai eu un été extrêmement intense. Puis, en fait, à la garderie, on avait juste une place. Donc, moi, j'étais comme, tu sais, vous savez, là, avec tout ce qui se passe par rapport à mes émotions, que mes enfants vont à la garderie et tout, j'en ai déjà parlé ici sur le podcast.
pour moi, ça faisait pas trop de sens d'envoyer juste un enfant. Tu sais, je suis comme l'été, moi, j'aime ça que ça soit aussi un moment avec mes enfants. J'ai aussi grandi que ma maman est enseignante, donc tous mes étés, c'était avec ma maman, puis ça me va que mes étés, ce soit aussi avec mes enfants, mais on dirait que je m'en suis mis beaucoup, beaucoup sur les épaules. Donc, parfois, il y avait des journées où j'envoyais juste un enfant pour avoir une journée de qualité avec mon autre enfant. Mais la majorité du temps, j'étais vraiment à la maison avec eux 24/7. Puis, mon amoureux était dans le tournage d'un projet, donc il était souvent parti, j'étais souvent à la maison. Puis, tu sais, l'énergie de l'été, là, que tu as envie de te pitcher un peu partout, de dire oui à tout, de tout faire, que ça soit mémorable comme saison de ta vie, on dirait, je suis allée full pin dedans, puis je me suis vraiment épuisée, puis j'ai pas pris soin de moi. C'était pas du tout un été équilibré, puis je suis vraiment ressortie de cette saison-là complètement épuisée. Donc, quand l'automne est arrivé, puis là, on s'est remis à avoir un rythme un peu plus stable, on dirait, c'est ça, ça m'a pris du temps avant de pouvoir intégrer, puis de pouvoir un peu reset mon système nerveux entier. Puis, j'ai eu cette réflexion-là aussi que c'est tellement dommage qu'on ne nous ait pas enseigné à prendre soin de soi. Puis moi, je suis quelqu'un qui va prendre soin des autres, soin des autres. Je vais penser à tout le monde, puis ça va être difficile je vais comme me faire passer en dernier, souvent. Et j'apprends à honorer mes besoins, j'apprends à, à identifier, en fait, quand est-ce que j'ai besoin de temps pour moi. On dirait que c'est ça, c'est que c'est comme si je le remarquais trop tard, comme il est trop tard, ma limite est déjà atteinte en fait, ma limite est déjà dépassée quand je sens que j'ai besoin d'une pause puis de prendre soin de moi parce que je pense que j'ai pas trop de difficulté à nommer mes besoins, c'est juste que je réalise que j'ai besoin de temps pour moi un peu trop tard. Fait qu'il y a beaucoup d'accumulation qui est là. Puis je trouve ça vraiment triste qu'on ne nous ait pas enseigné ça. J'essaye de déconstruire, puis ce que j'ai toujours vu, tu sais, de ma maman aussi qui prend soin des autres avant tout le monde. Puis c'est très difficile pour moi de l'incarner, mais je fais tellement un travail tellement fort sur moi parce que pour être capable de le faire plus naturellement, parce que j'ai envie que ma fille, surtout, parce que je pense que c'est les femmes qui ont cette pression-là de materner tout le monde, de prendre soin de tout le monde, puis j'ai vraiment envie que ma fille soit capable de prendre soin d'elle. Mon garçon aussi, là. Mais, ouais, fait que j'ai envie de déconstruire ça un peu, puis it's, it's a lot of work. C'est un gros processus. Mais voilà, puis petit résumé de mon été sans trop entrer dans tous les détails. Il y a environ 2 semaines, je me suis déposée ici pour enregistrer l'épisode, puis finalement, j'ai eu un petit contretemps, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, prise 2 semaines plus tard, je me dépose pour venir vous jaser. Il y a 3 semaines de ça, j'ai fait un petit Q&A sur Instagram, puis je vous ai demandé de me poser des questions vraiment de tout genre pour juste aborder. J'avais envie de faire un petit recap avant de recommencer à enregistrer des épisodes avec des invités. Fait que de vraiment faire un petit recap de mon été, mais de prendre le temps avec vous aussi pour parler de plein de choses. Puis juste un petit épisode solo comme ça qui fait du bien dans cette transition pour cette nouvelle saison, je pourrais dire, même s'il n'y aura pas vraiment de changement dans les épisodes et tout. Puis vous le savez que j'honore vraiment mon rythme, comme j'ai dit tantôt. Fait que j'ai pas tu sais, je me mets pas de plan fixe de comme faut que ça soit aux 2 semaines, mais je sais que les gens qui écoutent des podcasts aiment ça quand c'est régulier. Puis là, je me suis comme dit que j'allais vraiment essayer de faire environ à chaque 15 du mois, fait qu'un épisode par mois. Je pense que c'est réaliste avec ma réalité. Donc, on va essayer ça, OK? Je me donne un petit défi. Donc, voilà, je me lance là-dedans.
Alors, revenons au Q&A. J'ai envie aussi de faire un petit clin d'œil au dernier épisode de l'École de la vie, le podcast à Vanessa Pilon, une femme que j'aime, que j'admire, que je trouve tellement inspirante. Puis, dans son dernier épisode, elle parle de qu'on est saturé d'informations, les gens. Qu'au départ, un peu, on écoutait des podcasts beaucoup pour s'informer sur des sujets avec des faits véridiques, scientifiques et tout. Puis là, elle disait que on est saturé d'informations. Puis c'est tellement vrai, puis ça me fait prendre conscience, moi aussi, que j'avais cette pression-là de comme, à chaque fois que je me dépose ici, d'amener des informations pour que vous repartiez avec quelque chose de concret. Mais je suis vraiment d'accord avec elle quand elle dit que je pense que plus que jamais, les humains, on a besoin de s'inspirer, puis on a besoin de rely on each other, dans le sens que ça fait du bien de juste entendre les gens parler de leur expérience. On se sent moins seul, on se sent moins dans notre petit cocon, dans notre petite réalité, à sentir qu'on est peut-être les seuls à vivre une situation. Puis ça fait tellement du bien de juste se déposer ensemble, puis s'écouter. Là, c'est vous qui m'écoutez, mais dans le sens que moi, quand je me dépose avec d'autres femmes aussi qui vivent, qui s'ouvrent un peu sur leur vie, puis leur enjeu, puis leur réalité, ça me fait du bien parce que c'est pas des informations qui vont se loger dans mon cerveau, puis là, je me sens encore comme surinformée, puis là, mon cerveau, tu sais, on fait toujours aller notre cerveau, notre cerveau, notre cerveau, mais là, de descendre un peu plus dans notre expérience, dans le corps, sans se comparer, de juste vraiment s'unir ensemble puis se sentir vus dans notre façon de naviguer la vie, qu'on a tous des défis, qu'on traverse toutes des saisons différentes, mais de se sentir moins seul un peu dans cette expérience. Alors, alors, je pense que je dois m'enlever aussi cette pression-là de venir vous apporter des informations et de juste vous apporter de l'expérience, puis un lien humain, en fait, un échange humain, puis c'est ça que je trouve vraiment beau de, de mon podcast, puis que ce soit des échanges comme ça, naturels, je trouve ça le fun. Donc, je vous amène avec moi dans le Q&A pour un petit épisode solo, le retour du podcast Cœur d'enfant. Alors, j'ai reçu quelques questions, puis on va tout simplement plonger ensemble dans ces questions-là. On va explorer un peu, ça s'en va un peu, tu sais, on n'est pas juste dans la parentalité, fait qu'on va explorer, ben, principalement dans la parentalité, of course, mais j'ai envie aussi après peut-être conclure un peu les questions avec d'autres questions ici que j'ai apportées. Le jeu Every, le jeu de connexion humaine, je vous le montre pour ceux qui regardent en vidéo, mais c'est un clin d'œil à Féminin Sauvage, le premier podcast que j'ai commencé à écouter, c'était en 2020, pendant la pandémie, animé par Andréane Jutras, femme que j'admire, mon Dieu, que c'est tellement bon, ce podcast. Si vous connaissez pas Féminin Sauvage, je pense qu'il y en a plus qui sort, puis qu'elle est en pause elle aussi, mais oh mon Dieu, qu'il y a de la beauté dans ce podcast. Tellement des belles trouvailles. Et j'avais découvert, moi, en fait, ce jeu-là, Every, sur ce balado, puis je me l'étais acheté, puis c'est vraiment le fun. C'est des questions pour apprendre à se découvrir, connecter avec les autres, ou même se poser des questions introspectives. Fait que peut-être qu'on va piger dans ce jeu après. Donc, tout dépendant on est à combien, il nous reste combien de temps. Je veux pas que l'épisode soit trop long. Mais alors voilà, plongeons directement, assez de petits blabla. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est qu'est-ce que tu trouves le plus difficile avec 2 enfants? Puis, en me déposant vraiment avec cette question-là, je me suis tout de suite, mes souvenirs m'ont tout de suite replongé dans quand mon garçon est arrivé. Donc vraiment, quand je suis devenue maman de 2 enfants, ma fille, elle avait 21 mois, donc même pas encore 2 ans, puis avec un petit newborn. Puis je pense que c'était
dans toute mon expérience de maman de 2 enfants, ça a vraiment été le moment le plus difficile a été la première année à cette adaptation-là. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile pour moi, ça a été d'apprendre à me séparer, d'apprendre de sentir, je vivais beaucoup de culpabilité avec le fait d'être moins là pour ma fille qu'avant et d'être moins présente pour mon bébé comme je l'avais été avec ma fille quand j'avais juste un petit bébé à m'occuper. Puis ça m'a vraiment habité longtemps, ça, l'espèce de sentiment inconfortable de devoir me séparer en deux. Je me sentais vraiment comme ça, que mon attention était toujours séparée en deux, puis que j'en donnais un peu moins à mon bébé, puis un peu moins à ma fille. Puis ça a vraiment été difficile au début, mais avec le temps, j'ai vraiment appris à vivre en fait avec cette nouvelle réalité. Puis maintenant, c'est plus un défi, tu sais, c'est quelque chose que c'est ma famille, on est 4 maintenant, j'ai 2 enfants, j'ai appris à diviser mon attention vers pour mes 2 enfants avec leurs besoins respectifs à eux, puis c'est plus un défi. J'ai envie, donc c'est ça, j'ai apprivoisé un peu ce sentiment-là, puis maintenant je suis vraiment en paix avec ça, mais c'est vraiment ce qui a été difficile au début. Mais maintenant, tu sais, je suis revenue au moment présent, peut-être comme qu'est-ce qu'en ce moment je trouve difficile avec 2 enfants. Honnêtement, c'est ça peut paraître drôle, mais c'est maintenant qu'ils ont grandi, donc ils ont ma fille elle a 4 ans, mon garçon il a 2 ans. Fait que tu sais, c'est vraiment 2 humains. Tu sais, j'ai plus de bébés, c'est vraiment 2 enfants qui se déplacent partout, qui sont autonomes, qui montent en haut, qui descendent en bas. Notre maison est sur 3 étages. On est dans une petite maison de ville sur 3 étages, mais quand même, ça fait en sorte que les trucs bougent vraiment. Puis en fait, ce que je trouve honnêtement vraiment difficile en ce moment dans ce chapitre de ma vie, c'est à quel point je n'ai plus de contrôle sur ma maison. Tu sais, par exemple, de retrouver des jouets dans la salle de bain, de la pâte à modeler, coller sur ton lavabo, des trucs que tu cherchais, genre tes crayons de journaling que tu avais laissé traîner sur la table, puis là, tu les retrouves dans la salle de jeu, dans le sous-sol. C'est comme tous des petits trucs que je trouve ça drôle, tu sais, puis je ressens pas comme de frustration par rapport à ça. Je trouve ça vraiment cute, puis vraiment drôle, puis j'aime que ma maison soit vivante, puis je trouve ça, ouais, je trouve ça drôle, ça me fait rire, tu sais, c'est spontané, puis c'est des trucs que tu retrouverais, tu sais, par exemple, cette semaine, ma fille, elle a comme une petite chaise haute avec sa poupée, puis elle l'a mis en dessous de la table. Fait que nous, on mange les 4 autour de la table, puis il y avait son bébé avec sa petite chaise haute en dessous de la table, puis je trouvais ça tellement drôle, tu sais, de me dire que il y a juste une maison d'enfant qui peut avoir ça dans sa maison, tu sais, puis je l'ai laissé là pendant quelques jours parce que je trouvais ça mignon, mais c'est de constater à quel point j'ai plus aucun contrôle, puis ce que je trouve difficile, c'est dans cet apprentissage-là du lâcher-prise, d'être comme, c'est correct en ce moment, tu sais, en ce moment, je vous parle, puis je vois des petites miettes de collation devant moi, puis je suis comme, c'est correct, ça fait partie de ma réalité en ce moment. Puis je suis vraiment pas freak sur le ménage, mais je pense que où je veux en venir, le point où je trouve ça comme difficile, c'est d'être comme surchargée visuellement un peu, puis c'est quelque chose qu'on a abordé aussi dans un épisode avec sur la parentalité minimaliste avec Roxane Arès, que oui, c'est une surstimulation aussi visuelle de voir plein de jouets, je pense que je suis aussi dans un processus d'acceptation que je ne suis pas minimaliste, même si j'aime la philosophie puis j'aime l'idée, mais ma maison est très vivante, très colorée, il y a beaucoup de choses partout, mon chum il aime ça collectionner des affaires, puis je trouve ça difficile, tu sais, je suis encore dans cet apprentissage-là de dire, de refuser certains dons, certains cadeaux qu'on nous fait ou de nommer, tu sais, que
qu'on n'a pas besoin de telle chose. Fait que je suis encore dans cet apprentissage-là, mais je pense que le plus difficile qu'il faut que je m'adapte, c'est de voir constamment des choses partout, puis de toujours avoir quelque chose à refaire, tu sais, comme tu ranges les jouets ils ressortent, faut que tu re-ranges les jouets, les vêtements, ils sortent des tiroirs, faut que tu les plies, faut que tu les remettes dans les tiroirs. C'est comme cette boucle-là constante d'avoir l'impression que ta maison, t'as plus le contrôle sur le ménage, puis où est-ce que les choses y sont, puis chercher tes affaires. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est vraiment ça. Puis c'est pas si difficile dans le sens que cette question-là m'a aussi fait prendre conscience à quel point je suis tellement reconnaissante d'avoir 2 enfants, puis que j'aime ça, je trippe vraiment sur leur relation, leur bond. C'est la chose que je trouve la plus belle au monde. Puis quand que je suis devenue maman, tu sais, la première fois, je me disais, personne te prépare, puis c'est souvent ça qu'on entend, personne te prépare à l'intensité de l'amour que tu vas ressentir pour ton enfant, puis c'est tellement vrai. Et par-dessus ça, moi, quand je suis devenue maman de 2 enfants, ce qui est monté en moi, c'était personne te prépare à l'intensité du spectacle, de la magie qu'il y a devant tes yeux quand tu vois les 2 êtres humains que tu aimes le plus au monde, que tu as créés, s'aimer l'un et l'autre. Ah, ça, là, je pense que c'est ce que je trouve le plus beau de ma maternité. Puis moi qui est née dans une famille de 4, puis j'aime le concept de la famille, des grandes familles, de la fratrie. Je trouve que c'est tellement... Ce lien est tellement précieux et c'est un privilège pour moi d'avoir grandi dans une famille nombreuse et de voir mes enfants s'aimer. C'est vraiment le plus beau cadeau. Alors, je termine sur une petite note positive. Ah! Deuxième question que j'ai reçue. Puis merci pour cette question parce qu'on dirait que ça me fait du bien à moi aussi de faire l'introspection par rapport à ça. Est-ce que tu es guérie de ta relation avec la garderie? Puis la maman, elle me disait, je le vis un peu comme toi aussi. Alors pour ceux qui veulent la référence dans l'épisode 6 du podcast, j'ai abordé ma relation avec la garderie, le travail et l'argent. Où je me suis vraiment ouverte par rapport à mon inconfort de ce système qu'on doit retourner au travail rapidement pour faire de l'argent, pour subvenir aux besoins de la famille en envoyant nos enfants à la garderie pour faire de l'argent, pour payer cette personne-là qui s'occupe de nos enfants pendant que nous, on n'est pas avec nos enfants. J'ai beaucoup de difficultés, puis ça m'a fait vivre énormément de culpabilité. Et donc, merci pour cette question-là. Ça m'a vraiment touchée je sais pas, de sentir que quelqu'un prend de mes nouvelles par rapport à où je m'étais ouverte super dans toute ma vulnérabilité sur ce sujet. Donc, ouais, pour répondre à la question, je dirais que je me sens beaucoup mieux par rapport à toute cette dynamique ou le système dans lequel on est. On dirait que j'ai vraiment essayé de changer ma vision par rapport à ça, puis je me souviens plus c'était où, mais j'avais entendu que la garderie puis l'école, maintenant, dans la société dans laquelle on vit, que on n'a plus vraiment de village, puis la manière qu'on a chacun notre auto dans nos maisons, que la manière dans laquelle on vit, que la garderie puis l'école, ça remplace un peu ton village, puis je pense que ce qui me fait sentir vraiment bien aussi par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment trouvé une garderie où je sens profondément dans mon ventre, là, dans le creux de mon ventre, que c'est mon village, la garderie. Puis l'éducatrice à ma fille, c'est une de mes bonnes amies maintenant que j'ai tellement confiance en elle. Je l'adore, je suis tellement reconnaissante pour sa présence dans nos vies à chaque jour. Fait que je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a aidée à processer un peu toutes ces émotions-là que j'avais par rapport à ça. Puis, j'ai réalisé que je vivais aussi beaucoup moins de culpabilité. Puis j'ai envie de faire un lien aussi avec
mon voyage en Floride. Je pense pas que j'en ai parlé sur mon balado, mais au mois de mars dernier, je suis partie une semaine toute seule en Floride chez ma tante qui me prêtait sa maison pour vraiment me retrouver, juste me déposer avec moi. Puis j'ai travaillé sur le début d'un projet qui va voir le jour très bientôt. Je continue de travailler dessus tranquillement, mais en 2026. Donc, rester à l'affût pour ça, ça vient de tout mon être, tout mon cœur. J'ai tellement hâte de le partager dans le monde. Mais tout ça pour dire que ça a été extrêmement challengeant pour moi, pour ceux qui me connaissent, de partir loin de ma famille en avion. Mon garçon avait 19 mois, tu sais, il était quand même jeune et jamais j'aurais pensé faire ça de toute ma vie, mais j'avais un calling qui était vraiment plus grand que moi. C'était comme je devais le faire, c'était plus fort que moi. Il fallait juste que j'y aille. Et j'ai réalisé par après, puis j'ai relu mes journaux, mes cahiers de notes et tout, puis j'ai écrit, je pense que je suis comme ça dans la vie, il faut que je fasse des big ass moves pour me départir de quelque chose qui a une emprise sur moi. Donc, on dirait de partir une semaine loin sans pouvoir revenir, ça m'a comme un peu brisé un peu cette culpabilité-là parce que j'ai fait quelque chose de vraiment extrême. Je pense que c'est ma façon, en fait, de process les trucs. Faut comme que j'aille dans les extrêmes. Puis j'ai réalisé aussi que j'ai réalisé aussi que au fil du temps, que j'étais moins nuancée que je pensais comme personne, mais par rapport à moi-même, par rapport à ma propre existence, puis ma relation avec certains concepts. Par exemple, dans ma tête, c'était comme soit que t'es maman à la maison ou que t'es carriériste. Mais en fait, ce qui m'a aidée à faire la paix un peu avec tout ça puis me sentir moins dans ma culpabilité, c'est vraiment de trouver mon équilibre puis de réaliser que j'ai pas à être l'une ou l'autre. Et en fait, je ne suis pas l'une ou l'autre. J'avais cette vision-là d'être maman à la maison avant d'avoir des enfants, puis finalement, je réalise que j'ai besoin quand même de temps pour moi, j'ai besoin de faire vivre mes projets, j'ai besoin de me déposer avec moi-même, puis d'être autre chose qu'une mère par moment, parce que j'ai réalisé aussi que je me valorise beaucoup par mon rôle de maman, puis c'est tellement correct de se valoriser par son rôle de maman parce que c'est toute notre vie en ce moment, puis c'est la plus belle chose, c'est le plus beau don de soi qu'on peut faire, mais pour moi, c'est un apprentissage de pas m'oublier, comme je parlais tantôt. Donc, le fait d'avoir une garderie, ça m'apprend aussi à venir me nourrir parce que je pense que si j'étais vraiment concrètement maman à la maison, ça serait juste ça ma vie, puis j'aurais peur de m'éloigner un peu de moi-même. Je suis très, très, très dévouée dans ma maternité, donc justement, je pense que c'est quelque chose qui vient m'aider. C'est comme un apprentissage, puis je l'ai vraiment vu comme un cadeau de l'univers parce que j'ai pas cherché de garderie, j'ai juste manifesté ce qui allait être le mieux pour nous, pour notre famille, puis comme tous les pions, tout l'univers m'a juste envoyé de la magie, a fait de la magie, puis j'en suis tellement reconnaissante tout le temps. Mais je pense que bref, tout ça, ça m'a appris à justement d'accepter que je suis peut-être pas faite pour être maman à la maison, puis en fait, carriériste, j'ai jamais été comme ça de toute ma vie, tu sais, c'est pas dans mes traits de personnalité, puis je vais jamais être comme ça, même si j'ai du temps pour travailler, je vais jamais être carriériste, tu sais. Fait que je réalisais que dans mon discours, c'était tellement pas nuancé, c'était comme soit que t'es maman à la maison, soit que t'es carriériste, pour au final être comme, hey, tu peux-tu trouver un équilibre qui te ressemble en fait, puis créer ta propre réalité qui fait du sens avec toi, parce que t'as le droit de pas être l'une ni l'autre. On passe à la troisième question. Comment va ton couple avec 2 enfants en bas âge? Ça aussi, c'est une très belle question à poser. Je trouve que peut-être qu'on prend pas assez le temps de voir aussi les autres sphères de notre maternité, dans le sens pas juste la relation avec nos enfants, mais avec qui qu'on vit aussi la parentalité. Pour être vraiment 100% transparente avec vous, on sort, moi et mon amoureux, d'une période extrêmement difficile. La plus challengeante de notre
parentalité depuis qu'on est devenu, qu'on était des amoureux puis qu'on est devenus des parents. Puis on a eu beaucoup de discussions difficiles dans les derniers mois. C'est une des raisons pourquoi que mon été aussi a été difficile. Souvent, il était parti. Puis en fait, c'est de réaliser que devenir parent n'enlève pas cette sphère-là de notre vie où on a besoin de se retrouver en amoureux. Puis là, c'était comme si on était devenus juste des parents, puis plus des amoureux. Puis on dirait dans la routine, dans le quotidien, avec les enfants, vous le savez sûrement, là, comme, tu sais, des enfants qui, on se donne un câlin, puis on se donne des bisous, puis là, c'est comme, non, maman! C'est comme si il était possessif de moi puis il voulait pas me partager, tu sais. Fait que même cette intimité-là aussi devient difficile dans un contexte familial. Fait que je pense que c'est vraiment, en fait, de nos discussions, c'était comme, faut réapprendre à être amoureux. C'est comme si on avait oublié un peu c'était quoi, puis que c'est quelque chose qui se cultive puis qui se nourrit, tu sais, dans notre façon d'être, de se regarder, de s'apporter des petites attentions. Puis, donc, ça l'a, tu sais, il y a eu un espèce de creux. On a touché le fond extrêmement inconfortable. Il a fallu avoir des grosses discussions. Puis là, on remonte tranquillement. Puis ça fait tellement aussi du bien de sentir que on est plus proche. Puis on, on est plus, on se soutient plus aussi chacun dans nos défis par rapport à la parentalité. Puis je pense que c'est nécessaire d'avoir ces moments-là. Tu sais, on dit souvent après un moment de contraction, il y a un moment d'expansion, mais quand tu es dans la contraction, là, mon Dieu que c'est inconfortable, puis que ça fait mal, puis que ouais, que c'est des gros défis, c'est des grosses discussions à avoir, mais quand tu as le courage de les avoir, puis que tu prends le temps de les avoir, puis que tu fais tout ça dans la communication bienveillante, puis des fois ça l'explose, puis après c'est de faire un retour aussi sur la situation. Mon Dieu que ça fait du bien après de se sentir plus solide. Ouais. Fait que merci de poser la question. Ça a été vraiment difficile dans les derniers temps. Euh, ah oui, puis autre réflexion aussi qu'on a eue, tu sais, je pense que aussi on apprend à travers les saisons de la parentalité, on découvre des nouvelles facettes de nous, puis avec certains accrochages dans la parentalité, parce que aussi on n'a plus de bébés, puis là nos enfants ils commencent vraiment à être des enfants qu'on doit éduquer, fait que ça vient toucher aussi à des valeurs qui sont différentes, à des vraiment des discussions sur la parentalité de hey, moi je suis pas d'accord avec cette façon de faire ou ce que tu as dit, ok, qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Puis il a fallu se déposer cet été avec comme c'est quoi nos valeurs familiales, qu'est-ce qu'on veut, tu sais, sur quoi on veut baser nos interventions, puis notre éducation, euh, comment qu'on veut guider nos enfants, puis c'est un exercice que j'ai déjà parlé ici, mais que je fais souvent avec mes clients en accompagnement en parentalité consciente, parce que ça vient solidifier tes interventions avec tes enfants, puis ça vient clarifier certaines choses quand tu prends vraiment le temps de t'asseoir avec ton partenaire, puis d'être comme sur quoi on base nos interventions, on va les baser sur nos valeurs familiales. Donc, quelles sont nos valeurs familiales? Puis on s'accroche les deux à quoi? T'sais, il faut que ça soit un projet commun. Donc, ça a fait vraiment du bien de faire ça. Donc, ça va beaucoup mieux maintenant. Puis, encore là, je pense que c'est les saisons de la vie. Puis au final, c'est juste de les naviguer, puis de toujours continuer d'être franche avec soi-même sur ce qu'on veut, puis de simplement de le communiquer puis pour qu'on s'en aille dans la même direction. Ça va beaucoup mieux. Ensuite, un autre sujet qui me touche particulièrement en ce moment. On m'a demandé comment as-tu arrêté l'allaitement? Si tu n'as pas arrêté, tu comptes y arriver comment? Puis ça me touche vraiment beaucoup parce que on est vraiment sur la fin. Je pense que je suis vraiment sur la fin de mon allaitement, puis c'est tellement quelque chose de
de précieux, un lien vraiment précieux, puis ça me rend émotive parce que ça me ramène dans mes tout débuts. Mon allaitement avec ma fille quand je suis devenue maman a été vraiment, vraiment difficile. Mon Dieu, on dirait que d'en parler, ça me... J'avais comme pas process ça, là. Je fais ça live avec vous. Je pense que ça fait un petit bout que je me sens prête à arrêter l'allaitement avec mon garçon. Mais je trouve ça super difficile d'arrêter parce que ça a été super difficile de commencer l'allaitement. On dirait que je viens de mettre le doigt sur quelque chose. Ça sert à rien de se maquiller quand on pleure tout le temps de même. Donc, ouais, je pense que ça fait longtemps que mon corps est prêt à arrêter, puis j'ai envie vraiment d'ouvrir la discussion par rapport à vos ressentis. Vous, comme je vous pose vraiment la question, quand est-ce que vous avez ressenti que vous étiez à la fin de votre allaitement, comme c'était quoi les signes qui vous disaient que c'était le moment? Parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, mais je vais vous parler du mien. J'en ai parlé à quelques amis. Je pense que c'est quelque chose de quand même commun, mais j'ai envie aussi d'en parler pour peut-être que d'autres mamans se sentent moins, se sentent accompagnées peut-être dans ces réflexions-là. Mais j'ai remarqué que mon corps, quand j'allaite mon garçon, je deviens comme agressive dans le sens que je sens que je suis pas bien, comme je sens que je suis tellement partagée parce que je sens que c'est tellement beau, puis là, je profite du moment, puis je profite des derniers moments parce que je sais que c'est la fin, mais c'est comme si mon corps, il se sentait agressé. Je pense que c'est plus ça. Je me sens pas agressive que genre j'ai envie de frapper quelqu'un. Je me sens agressée comme que mon corps a vraiment besoin d'espace pour juste être pleinement. Ouais, fait que je sens que mon corps est prêt, mais c'est plus mon cœur, ma tête, tout le processus que j'ai dû faire quand que j'ai finalement été capable d'allaiter ma fille. Je l'ai allaitée jusqu'à 27 mois, fait qu'un peu plus que 2 ans. Puis on dirait que ça a été comme plus doux la transition parce que j'ai allaité mes 2 enfants pendant environ 5-6 mois. Puis là, je sentais que c'était juste comme trop, tu sais, d'allaiter 2 enfants. Puis j'avais une grosse production de lait. Fait qu'on dirait que je me sentais un peu overwhelmed. Fait que ça a été plus doux, on dirait, cette fois-là, d'arrêter d'allaiter ma fille parce que j'arrêtais pas d'allaiter, tu sais, comme je continuais d'allaiter mon petit bébé. Fait que ça s'est fait plus doucement, puis là, ben, ça serait comme d'arrêter complètement, puis peut-être qu'on va avoir puis peut-être qu'on va avoir un troisième enfant, puis que ça sera pas la fin de mon histoire d'allaitement, mais je suis tellement quelqu'un aussi de nostalgique, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Je réalise de plus en plus, je sais que j'ai toujours été comme ça, mais que c'est quelque chose qui me suit vraiment avec les fins de chapitres. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Je suis comme, je veux le savourer, puis là, je veux vraiment que pleinement profiter, puis euh, ouais, je suis full dans la nostalgie, puis on dirait, vu que en fait, c'est comme si mon garçon va finir la boucle de l'allaitement que ma fille avait commencé, vu que j'ai pas arrêté d'allaiter entre les deux. Tu sais, pour moi, c'est comme si c'était la première fois que j'arrêtais. Mais là, ça va être avec mon garçon. Fait que, tu sais, comment tu comptes y arriver? Euh, J'y vais vraiment au feeling, tu sais, vers 18 mois. En fait, quand je partais en Floride, fait qu'il y avait 19 mois, là, j'avais comme dit, quand je vais revenir, je vais arrêter de l'allaiter la nuit parce que là, j'étais vraiment plus capable d'allaiter la nuit puis de pas dormir, puis j'étais toujours fatiguée. Fait que ça a comme été la fin de tout ça. Puis maintenant, je dirais que c'est comme euh, 3 fois peut-être par 24 heures. Fait que c'est quand on se couche le soir,
une fois le matin, juste s'il me le demande, puis quand je vais l'endormir pour sa sieste, s'il est avec moi, puis il n'est pas à la garderie. Puis à la garderie, il n'y a pas besoin de lait ou rien. Tu sais, ma fille était très, 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 très biberon. Elle aimait beaucoup ça, donc ça a comme été facile de faire la transition, mais mon garçon, il veut pas vraiment boire de lait dans un biberon, dans un gobelet. Euh, fait que c'est ça, on va voir comment ça va aller, mais je suis là-dedans, là. Fait que je pense que je dois vraiment être à l'écoute de mon corps qui se sent agressé, ouais, dans ces moments-là. Fait que j'ai l'impression que je peux plus pleinement en profiter. Faut comme que je fasse la paix avec ce chapitre-là qui va se finir, puis que je trouve que c'est une autre belle façon aussi de connecter avec mon enfant, puis je pense que je suis prête à connecter d'une autre façon aussi avec mon enfant. Euh, mais mon Dieu, que c'est un apprentissage pour moi, les fins de quelque chose. Alors, j'ai vraiment pas de piste à te donner, à vous donner. De vous écouter, puis ouais, mais j'en suis là, puis je veux pas me donner non plus de deadline, de genre, je me donne un mois pour arrêter, tu sais, je pense qu'on a tout notre propre rythme aussi de fin de chapitre, donc je vis le mien tranquillement, là, mais on s'en va vers ça parce que je vais écouter mon corps qui me parle, qui a besoin d'espace, qui a besoin de se retrouver. Euh, Là, j'ai eu une question tellement intéressante. Je vais comme plus entrer dans ma posture d'accompagnante en parentalité consciente. Euh, on m'a demandé, en fait, c'est une maman qui me disait que elle s'est comme ouverte à moi sur la façon dont elle joue avec ses enfants, puis elle me dit, est-ce que mon cœur d'enfant est brisé si j'aime pas les jeux de rôle ou ça fait juste partie de ma personnalité? Donc, est-ce que c'est comme, est-ce que j'ai de la misère à connecter avec mon cœur d'enfant, tu sais, mon enfant intérieur, si je suis vraiment incapable d'être dans les jeux de rôle avec mes enfants ou c'est correct puis ça fait juste partie de ma personnalité? Puis j'ai trouvé ça tellement beau comme question parce que, premièrement, c'est sûr que vous savez que je vais vous dire ça, mais ton cœur d'enfant ne peut pas être brisé. Ton cœur d'enfant ne peut pas être brisé. C'est juste que quand on devient adulte, quand on entre dans le monde adulte, on apprend qu'on peut plus être un enfant. On apprend, il faut se tenir droit, il faut être sérieux, il faut faire des choix de vie, on a des responsabilités. C'est comme plein de choses qui viennent étouffer un peu notre enfant intérieur, notre cœur d'enfance, la spontanéité, la joie, le fait aussi d'être drôle, d'être ridicule, de faire un peu n'importe quoi. Puis je pense que ça demande cette reconnexion-là à soi, à son cœur d'enfant, à son enfant intérieur, pour être capable d'entrer dans un jeu de rôle. Parce que c'est vrai que ça demande quand même une forme de, de spontanéité puis de clownerie. Je sais pas comment que je pourrais dire ça, mais de pas se prendre au sérieux, tu sais, puis de vraiment de rire, de faire des personnages, d'entrer dans un monde imaginaire, tu sais, ça demande quelque chose en nous qui est peut-être pas naturel. Et oui, j'ai envie de dire que ça fait peut-être partie de ta personnalité, mais j'ai aussi envie, parce que vous savez, moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inconfortable, sans que ce soit comme d'y plonger pour aller dans la profondeur de ce qui est inconfortable, c'est toujours avec un regard bienveillant puis une curiosité, juste de se poser la question sur qu'est-ce qui me rend inconfortable dans cette posture-là. Puis juste sans se juger, de venir observer sur c'est quoi qui me fait bugger, genre pourquoi j'aime pas ça, pourquoi que je suis pas capable de rentrer dans un jeu de rôle, puis sans nécessairement changer ce trait de personnalité-là, juste de venir apporter une certaine conscience sur ce fait-là de nous, d'être, par exemple, je me trouve ridicule. Je me sens ridicule quand que je fais, je sais pas, une voix de papa, puis là que je joue à la papa, puis
je joue à la que je joue au papa, puis là, je fais des crêpes, puis après ça, je suis un chien, puis là, je marche à quatre pattes, puis j'aboie, puis c'est quoi la pensée que tu as dans ta tête qui vient te dire « Hey, je suis pas bien », tu sais? C'est quoi la croyance un peu qui est nourrie? Est-ce que tu te sens ridicule? Est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, tu t'emmerdes profondément, que tu as l'impression d'être pas productive, de rien faire, de pas t'accomplir, tu sais, ça peut être différent aussi pour tout le monde, mais juste de venir porter cette attention à « Ah, c'est quoi que ça me fait sentir, puis pourquoi est-ce que je suis inconfortable avec le fait, par exemple, d'avoir l'air ridicule? Est-ce que c'est parce que je me prends trop au sérieux dans la vie ou j'ai peur qu'on rie de moi? » Fait que ça peut être plein de choses, tu sais, qui font en sorte qu'on se sent pas bien, mais jamais de la vie que notre cœur d'enfant est brisé. Je pense qu'on nous a pas laissé être des enfants assez longtemps, puis on nous apprend que ben, quand t'es un adulte, t'es plus un enfant. Mais c'est vrai que t'es plus un enfant, mais c'est pas vrai que tu peux plus reconnecter à ton enfant intérieur à travers plein de façons différentes, tu sais, puis peut-être que toi, ta façon de connecter à ton enfant intérieur, c'est en jouant dans la neige, en étant créatif, faire des bonhommes de neige, faire de la peinture avec tes enfants. Puis c'est correct que le jeu de rôle, ça soit pas ton dada, là. Je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs que parents qui aiment pas nécessairement ça, puis mais de juste venir apporter cette conscience-là de qu'est-ce qui fait en sorte que j'aime pas ça, sans vouloir changer ça de nous, juste pour apporter cette conscience-là puis cette curiosité-là pour faire « Ah, c'est intéressant! » Ça me donne une information sur moi-même, puis je navigue avec ça peut-être autrement maintenant que j'en ai pris conscience. Ça serait ma réponse. Puis la dernière question que j'ai reçue, c'est comment gères-tu ton temps d'écran? Puis ça, dans l'épisode 2 de mon podcast, j'ai fait un épisode sur mes réflexions lorsque j'avais quitté les réseaux sociaux pendant 4 mois. Donc, j'avais comme partagé un peu toutes mes réflexions. Puis à la fin, je pense que je partageais un peu, mes pistes mes solutions un peu, de me dire maintenant que je vois que les réseaux sociaux peuvent être vraiment néfastes puis m'apporter du stress, de l'anxiété, me font déconnecter du moment présent, qu'est-ce que je veux établir concrètement dans ma vie? Qu'est-ce que je veux changer pour avoir une relation plus saine avec mon temps d'écran? Puis honnêtement, en répondant à cette question-là, en faisant la réflexion, je me suis rendu compte que oui, par moment, j'ai encore besoin de partir 1 semaine, 2 semaines, de muter mon cell, de cacher. J'ai trouvé une façon c'est peut-être vraiment moi qui est en retard, mais juste de venir cacher l'icône dans mon téléphone. Fait qu'elle est pas comme dans mes pages principales, tu sais, de mon téléphone, elle est comme cachée à quelque part. Fait que juste que mon œil le voit pas instantané, parce que des fois, c'était comme je prenais mon téléphone, puis là, je vais aller sur Instagram. Puis je suis pas genre sur toutes les plateformes, je suis full pas Facebook, je suis full pas, je vais jamais sur TikTok, mais c'est vraiment Instagram, moi, que c'était comme un réflexe d'y aller directement quand je voyais l'icône, puis ça devient que c'est même plus conscient parce que je suis rendue, puis je suis comme, hey, pourquoi? C'était juste ma main qui y allait, tu sais, c'était vraiment comme une addiction. Fait que juste le fait que l'application soit cachée dans mon téléphone, ça m'aide vraiment à moins y aller. Donc ça, c'est un de mes trucs. Puis aussi, avec mes comptes Instagram, on dirait je me sentais overwhelmed parce que j'ai mon compte de parentalité consciente, puis j'ai aussi mon compte privé. Puis là, j'avais mon compte que j'écrivais des petits poèmes dessus, comme plus juste pour le fun, tu sais, comme ça, de la poésie, puis tout ça. C'est comme quelque chose que j'aime faire, mais que je fais pas assez souvent. Donc, bref, tout ça pour dire que c'était comme intense de gérer 3 comptes, puis c'était trop. Fait que là, je me suis comme donné un peu des temps comme la fin de semaine. C'est comme un travail, en fait. Fait que mon travail, ma posture de coach en parentalité consciente, c'est dans les heures de semaine. Puis le soir, c'est mon compte personnel. Puis la fin de semaine, c'est mon compte personnel, sans être tout le temps dessus, évidemment.
mais de mettre des genres de contraintes un peu comme ça, des directives un peu à suivre, on dirait que ça m'aide à gérer mon temps d'écran. Puis vraiment juste un autre truc aussi que j'aime, ouais, vraiment juste d'être à l'écoute de si aussi je me sens overwhelmed, de me donner le droit de partir pendant 2 semaines, puis de pas culpabiliser sur que je travaille moins ou que je vais perdre ma visibilité, puis que je me fais pas des nouvelles clientes pendant ce temps-là, parce que évidemment que être sur les réseaux maintenant en 2025, c'est comme cette façon-là de promouvoir ses services. Malheureusement, tu sais, c'est comme un peu notre seule manière de se faire connaître parce que tout le monde est là-dessus. Puis en même temps, c'est un merveilleux moyen de se faire connaître aussi. Tu sais, j'ai des clientes qui sont à Québec, tu sais, qui sont dans des régions vraiment différentes parce que j'ai ce privilège-là aussi d'avoir une communauté à travers les réseaux et à travers le Québec grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est une autre belle chose, mais juste de s'écouter aussi puis de ne pas culpabiliser de partir quand je sens que mon corps en a vraiment besoin. Mais sinon aussi, un autre truc pour dans le quotidien, vraiment facile, je l'oublie on purpose à des endroits lointains dans ma maison. Exemple, ma salle de bain en haut. Et je fais toujours charger mon téléphone dans ma salle de bain pour pas qu'il soit avec moi la nuit, puis pour pas que je fasse ça première chose le matin, puis dernière chose le soir. Euh, donc, je le laisse là, puis des fois, je le laisse là comme volontairement. Je le laisse là volontairement parce que si je le vois pas, je vais pas vouloir y aller. J'arrive à la maison, je le laisse dans ma sacoche, je le laisse dans ma poche de manteau, juste pour pas le voir. Ça m'aide à moins y aller. Puis aussi de mettre le petit filtre rouge là, par-dessus l'écran. Fait que dès que le soleil se couche, de mettre le petit filtre rouge pour pas que la lumière bleue de ton téléphone affecte tes yeux, puis là, tes hormones qui pensent que ton cerveau, c'est le jour. Puis là, en tout cas, Karine Mousseau parle de ça beaucoup. Je pense qu'elle en parlait dans un podcast, son passage à l'école de la vie, justement. Mais sinon, si vous voulez m'écrire, je vais vous envoyer, je pense qu'elle avait fait une petite vidéo pour montrer comment mettre cette application, comment mettre cette configuration-là dans ton téléphone pour que ce soit facile, que dès qu'il fait noir, tu mets ton téléphone comme ça, puis ça n'affecte pas tes yeux. Puis les couleurs sont pas pareilles, comme tout devient un peu rouge, donc on dirait que t'es moins porté à aller sur ton téléphone parce que c'est comme bizarre de naviguer avec ça. Donc voilà, on dirait que ça serait mes petits trucs. J'apprends encore à naviguer, puis à gérer cette relation-là avec les réseaux, avec notre temps d'écran. Puis je pense que c'est un apprentissage que tout le monde fait en ce moment parce qu'on réalise à quel point c'est omniprésent. Mais c'est bon de se faire des petits retours sur notre relation avec les réseaux, puis de venir se poser ces questions-là, peut-être qu'est-ce que je pourrais faire. Alors merci aussi pour ta question. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Je sais même pas on est rendu à combien de temps parce que avec mon nouveau micro, je vois pas le temps maintenant. C'est de la magie. Mais j'ai quand même envie de piger 2 petites questions aléatoires. Fait qu'il y a 4 catégories dans le jeu que je vous parlais, Every. Il y a 4 catégories. Puis pour vrai, je joue souvent avec des amis, puis j'adore ça. C'est vraiment le fun. J'adore jouer à des jeux comme ça. Je trouve que ça peut amener des sujets différents, puis improvisés. Puis après, c'est toujours drôle parce que tu lis, une question finalement peut s'ouvrir sur une discussion de 2 heures, puis je pense que c'est ça mes moments préférés pour être comme « Oh mon Dieu! Wow, OK, finalement, on avait beaucoup de choses à dire sur cette question, puis ça nous a amenés ailleurs, puis je trouve que c'est des beaux moments. » Fait que je finis le petit Q&A avec 2 autres questions. C'est vraiment un recap, là. C'était juste pour reprendre le beat avec vous, puis me déposer, puis finalement, j'ai pleuré comme d'habitude parce que je pleure tout le temps. OK. Je brasse les cartes. Ah, tu vois, elle voulait sortir, on dirait, fait qu'on va la lire.
Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont tu as été élevé, quelle serait-elle? Wow! Full un lien, ça c'est catégorie la vie, un lien très très grand avec mon travail, avec le monde de la parentalité. Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont tu as été élevé, quelle serait-elle? Je vais reprendre parce que je le dis souvent à quel point je suis reconnaissante. Mes parents, c'est des parents en or, c'est des parents qui étaient conscients, je crois, avant même que la parentalité consciente soit un real thing. Euh, mais je vais prendre exemple, j'en ai parlé ce matin à mon chum, puis hier, on est allé souper avec mon papa. Ma maman est en voyage en ce moment, fait qu'on est allé le voir, on est allé souper avec mon papa. Puis ça fait quelques fois que j'entends mon père dire à ma fille, quand elle pleure, c'est un reflet de son inconfort par rapport à ces émotions-là. De mon père, je pense que je l'ai vu pleurer une fois dans toute ma vie. Puis je pense que c'est aussi, vous savez, quelque chose d'ancré dans notre société que les hommes, il faut qu'ils cachent leurs émotions, puis il faut qu'ils soient forts, puis c'est quelque chose que, mon Dieu, que je sais que toute cette communauté ici qui m'écoute, ils sont en train de faire avec leurs garçons, puis avec leurs enfants, puis de montrer que c'est beau de vivre ces émotions, puis que les émotions, c'est complexe, puis qu'il n'y en a pas une plus belle que l'autre, puis... Mais tout ça pour dire que d'observer ses parents interagir avec ses enfants, ça nous ramène dans notre enfance parce qu'on se dit « Ah, tiens, je me souviens pas que mon père me disait ça, mais c'est sûr qu'il me disait ça parce qu'il le dit à ma fille. » Et tout ça me fait donc bien réaliser à quel point, et oui, j'ai un inconfort, moi, à vivre mes émotions négatives. C'est pour ça que j'ai cette pression-là que je déconstruis tranquillement d'être heureuse, puis d'être responsable du bonheur des autres, puis il faut que je fixe tout le monde, puis il faut que je sois là pour tout le monde, très people pleaser, vous savez. Et donc, bref, j'entends mon père dire à ma fille, elle dit, ben non, pleure pas dans ton émission tantôt, la petite fille, elle pleurait pas. Là, juste de prendre conscience d'être comme, OK, c'est comme quelque chose qui est là, tu sais, qui est inconfortable, de pleurer. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné aussi, une fois, il avait dit, t'es bien plus belle quand tu pleures pas, tu sais, quand t'es souriante. Puis, je me dis, mon Dieu, OK, la pression quand même. Puis, papa, je t'aime tellement. Puis, j'aimerais aussi que tu pleures plus. Puis, que tu vois que c'est beau de pleurer, puis que c'est beau une force, que c'est une force de pleurer. Mais je le prends avec plein d'amour, tu sais, puis ça me fait voir aussi, moi aussi, que, ben, mon Dieu, que vous voyez, j'ai pas de difficulté de pleurer dans la vie. Maintenant, je pleure tout le temps, mais je me suis quand même jugée longtemps. Est-ce que je suis trop sensible, tu sais? Et maintenant, je suis capable de le voir que c'est une de mes forces, tu sais, puis de voir que c'est quelque chose de beau parce que je me laisse traverser par la vie, par les émotions à 100%. Il n'y a pas de filtre, puis quand c'est là, puis ça flotte, puis c'est quelque chose que j'aime maintenant de chez moi. Mais je pense que si, ensuite de ça, c'est toutes des choses intergénérationnelles, tu sais, si mon papa avait pu plus pleurer dans sa maison aussi, je pense pas qu'il m'aurait dit des choses, il m'aurait pas dit ça, puis, et donc il dirait pas ça à ma fille, tu sais, qu'elle est plus belle quand elle pleure pas. Fait que je pense que c'est ça. Pourtant, j'ai 3 grands frères, puis mes frères sont tous capables de pleurer. Je les ai tous vus pleurer souvent dans ma vie. Fait que je pense que c'est pas quelque chose que mon père, il nous a transmis parce que les 4 enfants, on est toutes proches de nos émotions, puis on est capable de pleurer beaucoup. Et ma mère aussi qui était là, tu sais, fait que de pas cette pression-là d'être comme « Oh, ce que moi j'ai vécu, je vais automatiquement le transférer sur mes enfants », je pense que ça peut être beau aussi de mettre de l'eau dans son vin puis prendre ça avec un grain de sel, tu sais, puis... Mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé, of course, que mon père, il me dise quand j'étais petite, tu sais, que je suis belle même quand je pleure, puis que c'est beau de pleurer, puis que c'est une force de pleurer, puis on devrait jamais être gêné de pleurer. Puis je sais que vous êtes énormément, puis je le vois toujours dans les cercles de femmes, dans les cercles de parole, que quand on s'excuse de pleurer,
remarquez-le, là, on s'excuse de pleurer. On se met à pleurer puis à être émotif puis à dire je m'excuse, mon Dieu, je m'excuse, je suis désolée, je sais pas d'où ça sort. Non, arrêtons de s'excuser pour pleurer. C'est tellement beau. Fait que je pense que ça serait ça ma belle réponse. Sinon, merci maman, papa. Vous êtes vraiment incroyables puis je vous aime tellement fort. OK. Préférerais-tu être la personne la plus drôle ou la plus intelligente dans la pièce? Définitivement la plus drôle. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû déconstruire. Peut-être que vous voyez pas tant cette personnalité, cette version de moi, tu sais, comme vraiment drôle, puis nounoun, puis... Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime chez moi, puis aussi une facilité que j'ai de connecter avec les enfants parce que je me sens comme un enfant, souvent moi aussi, comme d'être folle, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime, mon humour chez moi, puis ma façon d'expérimenter la vie sans me prendre au sérieux, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre à aimer, pas le fait que je sois drôle, mais le fait que je sois pas la plus intelligente dans la pièce. Puis je trouve que moi, c'était gros des réflexions que j'ai eues peut-être plus au cégep, mais que j'ai ressenti que j'avais pas ma place au secondaire beaucoup. J'avais d'autres forces, mais dans le sens que je me sentais pas intelligente. Parce que j'étais pas la meilleure à l'école, j'avais des bonnes notes, mais j'étais average, tu sais, j'excellais pas, puis mes amis, on dirait, je sentais qu'ils étaient toutes plus intelligentes, ils apprenaient plus vite que moi, il fallait moins qu'ils travaillent pour avoir des bonnes notes, c'était comme quelque chose qui se faisait plus naturellement, parce qu'on montre pas non plus aux enfants à quel point l'intelligence émotionnelle est un type d'intelligence. Puis je sais que moi, c'est comme dans tous les types, j'y connais pas toutes par cœur, mais tu sais, moi, j'ai toujours été la personne avec tout le monde disait, mon Dieu, t'as tellement une belle profondeur, une belle maturité émotionnelle. Les gens, ils venaient se confier à moi, ils voulaient avoir mon input. Puis donc, ça a toujours été une de mes forces, tu sais, ça a toujours été j'ai toujours eu une grande intelligence émotionnelle, mais mon Dieu que ça n'a pas été valorisé dans mon parcours scolaire, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Alors, j'ai comme appris à accepter que je n'étais pas la plus intelligente, fait que c'est pour ça que je réponds aussi rapidement que je préfère être la personne la plus drôle, à 100%. OK, j'en pige un autre. Je vais y aller avec celle-ci. À quel moment te sens-tu le plus en vie? À quel moment je me sens le plus vivante? Pour vrai, c'est quand que je partage des moments de connexion avec des humains que j'aime profondément, avec ma famille, avec des amis, des discussions profondes, s'ouvrir des chandelles, se faire une tisane, danser, boire du vin avec des amis, jouer avec mes enfants, rire, juste quand tu sens pleinement que la joie habite ton corps, la spontanéité le prend le dessus, tout est possible, on dirait c'est comme chanter fort dans l'auto. Quand je ressens pleinement que j'expérimente la vie, puis que le bonheur me traverse, que la gratitude est présente, que je vois les gens autour de moi, que je me sens donc bien choyée, heureuse, écouter de la musique, comme toutes ces petites choses-là qui font me sentir en vie, c'est tous ces moments-là. C'était pas du tout précis, mais c'est tout ça. On dirait que je pourrais pas en choisir un. Dormir collée avec mes enfants. Quand mes enfants ils me disent qu'ils m'aiment, oh my God. C'est tout ça, la vie. Je suis vraiment une amoureuse de la vie. J'aime être en vie, j'aime la vie. C'est tellement beau. Je suis vraiment reconnaissante d'être en vie. Et ça j'aimerais faire un épisode là-dessus, mais d'être hyper sensible. J'apprends à aimer, ressentir beaucoup, même quand c'est des émotions plus difficiles, j'y ressens beaucoup aussi.
Mais mon Dieu, qu'au final, je suis reconnaissante d'être hypersensible parce que ça fait en sorte que tous les petits détails de la vie, même les petites joies, je les ressens beaucoup. Puis ça, c'est vraiment un cadeau. Ah, voilà, je pense que ça va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être venu vous déposer avec moi. On a parlé de plein de choses, puis c'était le fun. J'aime ça, venir me déposer ici aussi en solo avec vous. Je trouve que c'est un beau moment que je passe aussi avec moi-même. Euh, mais j'ai hâte aussi de vous amener avec moi, mes nouveaux micros, dans des discussions, dans des nouveaux environnements aussi. J'ai vraiment envie de me déplacer vers vous. Euh, je trouve ça le fun de pouvoir échanger comme ça, inspirer. Merci. Merci d'être à l'écoute. Merci de prendre le temps pour vous. De prendre ce temps-là, c'est de faire pause dans la vie qui va vite. Merci. Merci infiniment d'être ici. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Une fois par mois, OK? Je me dis ça. Je suis capable. 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 À bientôt!